quel est notre rapport à la vie? Est-ce que le rapport justement fondé sur le confort, la vie comme lieu de bien-être, est-ce que c'est pas ça qui est stérilisant au bout d'un moment? Parce que forcément, la vie, c'est une aventure dans la douleur et dans la mortalité, dès le départ. Et si le but c'était d'avoir le moins de souffrance possible et de durer le plus longtemps, mieux vaut être un caillou. Je veux dire, la vie n'aurait même pas commencé. Le mystère de la vie n'apparaît pas, comme l'ont montré de nombreux philosophes. Je pense à Hans Jonas, je pense au grand zoologue suisse, bâlois, Adolf Portmann. C'est pas la conservation, l'autoconservation qui est la finalité de la vie. Parce qu'à ce moment-là, mieux vaudrait en rester au minéral. Mais une exposition de soi, la manifestation d'une forme nouvelle, avec des actes du vivant, le chant de l'oiseau, la roue du pan, toutes ces choses-là, des formes. Quand on va dans un zoo, voilà, ou quand on va dans une encyclopédie des animaux, on voit une diversité de formes incroyable. Donc la manifestation d'une espèce originale, le fait d'assumer cela dans son propre acte, et le fait qu'on s'expose à cause de ça. On s'expose à la mort. Et donc, moi qui suis plutôt, je suis chrétien, mais je suis plutôt nietzschéen, au fond, l'exposition, enfin, je vais parler de cette raison du corps, mais l'exposition, la vie comme exposition à la mort, c'est l'essence même de la vie. Donc, vous posez la question, pourquoi donner la vie à un mortel? Bon, c'est pas une nouveauté. C'est le contexte, justement, pathétique, douillet de ce monde de bien-être et de confort qui fait que ça devient un scandale. Mais si les femmes d'autrefois avaient utilisé les mêmes critères que nous aujourd'hui, on ne serait pas là. Les femmes d'autrefois, il y avait une mortalité infantile, une mortalité puerpérale, enfin, dans l'accouchement terrible. Donc avec les critères d'aujourd'hui, elles auraient dit « mais jamais on va faire d'enfants ». Alors elles étaient portées par une société, ce n'était pas simplement un choix individuel. Mais il va de soi qu'il y avait aussi une certaine conception tragique de la vie. Donc oui, j'ai beaucoup d'enfants, mais ce n'est pas dans l'illusion d'un monde de bisounours. Je sais que cette vie est un combat, je sais que en même temps qu'ils m'ont donné plus de joie, parce qu'en devenant père, je suis devenu plus vivant, ça c'est sûr, hein, j'ai un sentiment il suffit de venir chez moi pour voir la vitalité qu'il y a dans la maison, quoi. Bon, ça c'est sûr que c'est incroyable. Donc je suis plus vivant, mais en même temps que la joie grandit en moi, l'angoisse grandit en moi. Mais c'est ça, être vivant. C'est que la joie et l'angoisse grandissent en même temps. On ne peut pas faire autrement. Si vous voulez diminuer votre angoisse jusqu'à la réduire à rien, eh bien, il faut vous attacher à rien. Donc aussi éliminer les possibilités de joie. Parce que tout ce à quoi vous allez vous attacher, vous pouvez le perdre. Donc c'est ça, est-ce qu'on accepte d'entrer dans cette vitalité-là et de s'engager, ça vaut même pour une relation amoureuse, hein, pas forcément pour avoir des enfants. Moi, je ne suis pas non plus un apôtre de la famille nombreuse, il se trouve que nous, on en a 9, c'est toujours l'histoire d'un couple, hein. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la famille nombreuse. Comment dire, Joseph et Marie, ils n'ont eu qu'un seul enfant, hein, je le rappelle, donc ce n'est pas non plus un absolu d'avoir beaucoup d'enfants, pas du tout. Mais ce dont je peux témoigner, pour ma part, et c'est un témoignage, et c'est une confession personnelle, ça aussi je suis nietzschéen, hein, je pense que la pensée est toujours une prise de parole personnelle, je ne veux pas parler pour tous les autres, mais il va de soi que pour moi, bien sûr que j'ai des inquiétudes plus grandes, mais j'ai aussi des sources de joie beaucoup plus grandes que si j'avais été célibataire ou que si j'avais eu aucun enfant, quoi. Au-delà de la responsabilité personnelle que vous avez et celle que vous avez envers vos enfants, est-ce que vous pensez qu'il y a une responsabilité collective au nombre d'enfants qu'on décide d'engendrer? Oui, il y a une responsabilité collective. Du reste, donner la vie, le grand problème d'aujourd'hui, pourquoi est-ce que donner la vie devient extrêmement problématique? C'est un point que je n'ai pas abordé encore, mais qui convient maintenant d'aborder. C'est l'individualisme. En fait, est-ce qu'un individu peut prendre sur soi le fait de donner la vie à un autre individu et d'être responsable d'être son origine, vous voyez, bon. Alors déjà, ce n'est pas individuel, puisqu'il faut déjà qu'il y ait un homme et une femme, en principe. Bon.
Et à supposer même que vous soyez dans une logique biotechnologique, il faudrait une entreprise de biotechnologie. Donc de toute façon, il y a une dimension d'emblée conjugale ou communautaire dans l'engendrement. Vous voyez, sinon il n'y a pas d'engendrement. Donc d'emblée, l'engendrement n'est pas simplement une décision individuelle, c'est à l'intérieur d'une relation avec d'autres, avec l'autre sexe, et en fait avec d'autres aussi, avec une société. Bien sûr qu'il y a une dimension collective, parce que jusqu'ici, au fond, la prise en charge de la responsabilité, c'était le collectif qui le portait, c'était la conscience collective, via le mythe, via le rite, via la religion, via même, comme je vous l'avais dit, un natalisme politique. Donc c'était pris en charge de cette façon-là. Et ce n'était pas simplement une décision individuelle, on était porté par ce cadre-là. Quand ce cadre-là s'effondre, ben, d'un coup, on se retrouve beaucoup plus seul comme individu. Et là, qu'est-ce qui reste? Ben, la question du choix, mais attention, c'est là où je reviens à la question du corps, ce n'est pas un choix comme de choisir entre deux produits dans un supermarché. Ce n'est pas un choix comme celui de choisir entre deux candidats pour une élection. Ce n'est pas pareil, ou même dans une votation. Parce que, malgré tout, si je dis non, bien sûr qu'aujourd'hui, beaucoup plus de choses dans nos sociétés occidentales nous poussent à dire non, mais ce n'est pas le cas en Afrique, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Malgré tout, je dois reconnaître qu'en moi, il y a cette tendance. C'est-à-dire que je dis non, et après, je me regarde et je dis, mais quid de mes couilles, quoi, en fait, hein, c'est un peu ça la question, voilà. Quid de mes couilles, quid de ma spermatogenèse, pourquoi cette chose-là? Après tout, pourquoi? Et est-ce que la nature, finalement, s'est trompée? Et est-ce que la vasectomie donne raison, finalement, là? Et donc, je me retrouve, finalement, dans une position qui est problématique, parce que je suis face à un choix, mais en même temps, la question, c'est l'union avec le corps, mon corps tel qu'il m'est donné. Et c'est là où on rejoint un aspect aussi très contemporain, c'est que notre époque n'est pas une époque matérialiste, une époque virtualiste, marquée beaucoup par les appareils technologiques, par le numérique, par une distance de plus en plus grande avec notre corps. Une époque où on se désincarne, où nos relations sont de plus en plus désincarnées, ce qui a été encore renforcé par la pandémie. Donc il y a souvent une sorte de schise, de schizophrénie, mais enfin la schizophrénie c'est à l'intérieur du crâne, là ce serait vraiment l'idée qu'on est coupé du corps. Voilà, c'est une schizosomie, enfin, pour dire séparation, une brisure à l'intérieur du corps, et le fait qu'il y a en nous des tendances qu'on va absolument récuser comme étant intrinsèquement mauvaises. Et donc là, il y a quand même un problème. Il y a un problème d'unité de soi.